Voilà. Bonjour à tous, bienvenue sur Reikatra. J'ai le plaisir d'accueillir Dr Marjorie Richardson du CHU de Lille, spécialiste en cardiopathie et grossesse, et qui va nous faire un topo sur l'insuffisance cardiaque et la grossesse. Un vaste sujet qu'on va essayer d'effleurer pendant cette première session. Il y en aura peut-être d'autres, on verra. Merci à toi, Marjorie. Bonjour à tous. Merci, merci de m'avoir proposé de présenter ce sujet. Donc, sur l'insuffisance cardiaque à la grossesse, on ne pourra pas évidemment parler de tout aujourd'hui, mais donc ça va être vraiment les bases de prise en charge que nous, on suit ici au CHU de Lille. Donc, d'abord, la grossesse, il faut vraiment prendre conscience que c'est une boule de cristal. Vous allez pouvoir voir tout ce qui va pouvoir se passer plus tard. C'est vraiment une fenêtre sur la santé future des femmes. Et donc, vous allez voir que c'est très important de prendre en compte tout ce qui s'est passé pendant la grossesse et j'espère que je vais vous en convaincre. Donc, je vais suivre ce plan, hein. D'abord, une courte introduction. Vous parlez de comment on gère des patientes qui ont une cardiopathie connue et un désir de grossesse. Ensuite, celles dont on découvre l'insuffisance cardiaque pendant la grossesse. Et puis après, je vais vous toucher un mot de la signification finalement des événements de la grossesse et comment on fait, nous, en tout cas ici, pour réduire le risque. Voilà, donc d'abord en guise d'introduction, les maladies cardiovasculaires chez la femme enceinte. Pourquoi il y a un sujet? Parce que c'est quand même à l'heure actuelle la première cause de mortalité maternelle dans les pays du Nord et c'est la première cause d'hospitalisation en soins intensifs en péripartum. Il y a 11 de patientes qui vont développer une insuffisance cardiaque parmi celles-là. Et donc c'est vraiment, on a une mission de santé publique pour réduire ces chiffres. Pourquoi c'est devenu récemment la première cause de mortalité maternelle? D'abord parce que il y a plus de cardiopathie congénitale opérée et puis les patientes ont aussi beaucoup plus de facteurs de risque. Il faut savoir qu'il y a 50 des événements actuels qui sont évitables. Donc on a un vrai rôle de formation pour la prise en charge de ces patientes enceintes et en péripartum. L'adaptation cardiovasculaire à la grossesse, comment ça se passe? Alors je ne vais pas vous refaire toute la physio d'adaptation cardiaque à la grossesse, mais en gros, vous allez avoir une augmentation du débit cardiaque aux dépens, de l'augmentation du volume d'éjection et de la fréquence cardiaque. Donc assez rapidement dans la grossesse, il y a un hyperdébit et en parallèle, vous avez une baisse des résistances vasculaires au début qui réaugmente un petit peu à la fin. Il y a aussi un état prothrombotique, hein, qu'il faut retenir pour la prise en charge de ces patientes. Et surtout, moi j'insiste beaucoup, l'adaptation cardiovasculaire à la grossesse, c'est le remodelage du sportif de haut niveau. C'est-à-dire c'est l'hypertrophie physiologique. On va avoir une dilatation harmonieuse de toutes les cavités cardiaques, comme sur du sport à haut niveau d'endurance, de la classification 3C de Mitchell, donc vélo, course à pied ou natation de longue durée. Nos patientes enceintes sont en train de faire un effort d'endurance prolongée et donc on peut bien comprendre que certaines d'entre elles ne seront pas armées pour y faire face. Et donc, comment nous, on gère une patiente qui a une cardiopathie connue? Alors moi, j'ai pris le parti d'illustrer à chaque étape mon propos par un cas clinique pour que ce soit un petit peu plus parlant. Et donc le premier cas clinique, donc de cardiopathie connue, c'est une petite dame de 31 ans qui a déjà eu un enfant et qui a fait, il y a 3 ans, une décompensation inaugurale qui fait découvrir une cardiomyopathie dilatée avec une altération de fonction VG assez sévère, qui a récupéré depuis à 55 de fraction d'éjection sous traitement optimal. Elle a la quadrithérapie et vous voyez, elle a récupéré une fonction VG correcte, elle est encore, très modérément dilatée. Voilà et donc vous, face à cette demande, elle souhaite faire un deuxième bébé. Comment est-ce que vous allez réagir? Est-ce que vous allez lui parler d'adoption, lui proposer un bilan, lui dire qu'une grossesse est formellement contre-indiquée dans son cas? Ou est-ce que vous allez, lui expliquer les risques liés à cette grossesse? Alors comment on fait pour raisonner, nous, dans ces cas-là? D'abord, faut, l'évaluation du risque maternel, il faut connaître la classification de l'OMS modifiée.
Donc c'est la classification de Wu. Et donc dans la classification de Wu, il y a 5 stades, hein. 1, 2, 2 à 3, 3 et 4, avec une gravité croissante. C'est une classification qui est basée sur la nature de la cardiopathie. Les Wu 4, c'est les pires, c'est les contre-indications à la grossesse. Et donc les contre-indications à la grossesse, c'est les aortopathies en première intention, aorte plus de 45 ou 25 mm² si élastopathie, plus de 50 sinon. C'est les hypertensions pulmonaires, notamment primitives. C'est les insuffisances cardiaques sévères, et donc là, on est un peu dans le sujet de cette patiente. Et après, c'est les obstacles gauche, RAO, RM serré symptomatiques, coarctation pas traitée, et éventuellement les cardiopathies congénitales cyanogènes. Et donc, dans le cadre de notre patiente, on est sur 50 à 100% d'événements maternels, en tout cas si elle avait une insuffisance cardiaque sévère avec FE 30%. Le truc, c'est que notre petite dame, elle a récupéré, dans la classification d'OMS modifiée, une altération modérée de fraction d'éjection, plus de 45%, elle est à 50, c'est ou 2 à 3. Donc elle est dans un risque intermédiaire, on va dire, mais elle n'est pas dans les classiques contre-indications, en tout cas dans le contexte où la grossesse est déconseillée. Donc on utilise aussi une deuxième classification pour préciser un petit peu, et ce qu'elle ajoute, c'est la classification de Karpreg 2. Elle ajoute, on va dire, des critères un peu plus cliniques que juste les cardiopathies, la cardiopathie préexistante. Donc le fait d'avoir déjà fait des événements, des troubles du rythme, le fait d'avoir une valve mécanique, le fait d'avoir de ne pas avoir été opéré alors qu'on aurait dû, de découvrir tard la grossesse, et le fait d'avoir des symptômes aussi. Donc notre patiente, en fait, elle va bien, elle a juste une insuffisance cardiaque, je dirais, donc elle a un Karpreg à 2, ce qui la place ici dans ce groupe ici. Voilà, donc à partir de là, comment on réagit? En fait, on va lui proposer un bilan et on va lui expliquer les risques liés à cette grossesse. Il faut vraiment comprendre que votre avis n'est que consultatif. Expliquer à une patiente qui a un souhait de grossesse que sa grossesse est contre-indiquée, c'est comme expliquer à un sportif de haut niveau qui ne va pas pouvoir faire les JO. Si vous lui dites que ce n'est pas possible et qu'elle veut faire un bébé, elle le fera probablement quand même. Donc nous, notre objectif, c'est d'informer et surtout d'accompagner. C'est-à-dire, c'est vraiment les informer des risques, du risque qu'elles prennent, mais de ne surtout pas aller à l'encontre de ce qu'elles décident. Tout le monde est libre de décider de sauter en parachute. C'est le même principe. Donc nous, ce qu'on va faire chez cette patiente insuffisante cardiaque, finalement, c'est un bilan préconceptionnel, c'est un bilan pronostic, hein, évaluer ses symptômes, voir si elle a fait un événement récent. En général, on n'aime pas qu'elles aient fait un événement dans l'année, on aime bien qu'elles soient à distance, voir ce qu'elles ont comme traitement, avoir recontrôlé l'échographie comme on a fait, voir s'il y a une activation neuro-hormonale, leur faire une épreuve d'effort métabolique, une IRM, éventuellement un cathétérisme droit, voir s'il y a une génétique, hein, parce que ça a quand même une implication pour le conseil, génétique, et évaluer aussi le risque rythmique. Et dans tout ça, évidemment, nous, on propose aussi une consultation préconceptionnelle d'obstétrique, parce qu'il y a aussi des problématiques d'obstétrique qu'il faut pouvoir appréhender pour décider. Au final, on discute quand même énormément avec l'équipe d'insuffisance cardiaque, parce que ce sera tous ensemble qu'on va décider quand même du risque de la patiente et de son potentiel évolutif en fonction, par exemple, de la génétique. Il peut y avoir des patientes qui sont très stables, mais qui peuvent avoir un potentiel d'aggravation rapide, comme les laminopathies. Donc, il faut vraiment prendre en compte tout ça pour informer la patiente. Et donc, le plus important, c'est ça, c'est de l'informer, d'évaluer son risque. Donc de l'informer du risque de décompensation qui reste imprévisible. Moi, je ne suis pas à l'heure actuelle capable de leur dire si elles prennent un risque ou si au contraire la grossesse est quelque chose de protecteur pour elles. On n'a pas finalement tant que ça de données qui nous permettent sur des patientes déjà connues, déjà traitées, de savoir si au final la grossesse aggrave leur pronostic ou si au contraire le fait d'être remise dans le circuit, d'être bien traitée, bien surveillée les protège. Je ne sais pas. En tout cas, il faut les informer que le risque de décompensation et d'aggravation de la cardiopathie existe. Il faut les informer également du risque d'événements emboliques, parce que la grossesse, c'est une période à risque. Sur le plan fœtal, il faut les informer que même si probablement la grossesse va bien se passer, il y a quand même un risque de prématurité induite importante, parce qu'au moindre doute, on va probablement écourter la grossesse. En général, c'est plutôt au 3e trimestre, donc ce n'est pas de la grande prématurité, mais quand même, ça peut arriver.
Il faut les prévenir du risque de retard de croissance intra-utérin, des fois inhérent à leur cardiopathie, mais parfois aussi sous bêta-bloquant, hein. Il y a aussi un risque d'hypoglycémie à la naissance sous bêta-bloquant, donc les pédiatres en sont informés et on resucre les bébés à l'accouchement. Et puis, il faut les prévenir des complications thrombotiques et hémorragiques liées aux anticoagulants si elles sont déjà anticoagulées avant cette grossesse. Donc tout ça, c'est important d'en avoir parlé, d'avoir dit les mots et de l'écrire parce qu'en général, elles n'entendent, enfin, ça arrive quand même qu'elles n'entendent que ce qu'elles ont envie d'entendre. Donc il faut écrire tout ça pour qu'elles aient bien conscience de où elles vont quand elles démarrent cette grossesse. Et puis nous, on va adapter le traitement et l'adaptation du traitement, en gros, c'est maintenir le traitement bêta-bloquant. On n'a pas trop d'autres solutions parce que, à l'heure actuelle, les IEC, comme les antirécepteurs de l'angiotensine, les anti-aldostérone, les inhibiteurs de la néprilysine, les ISGLT2, tout ça, c'est contre-indiqué, pendant la grossesse. Donc on ne laisse que le bêta-bloquant. Nous, on a coutume de mettre du métoprolol parce que c'est celui qui peut être facilement maintenu, pendant, la grossesse et l'allaitement. Sinon, vous pouvez laisser du bisoprolol pendant la grossesse, mais si la patiente souhaite allaiter, il faudra la switcher au troisième trimestre. Voilà, on peut éventuellement alors les antivitamines K, nous, on a plutôt coutume de les arrêter et de relayer par enoxaparine pour la grossesse, pour plus de simplicité, pour éviter les relais. Vous pouvez consulter, le site du CRAT ou de l'ACMED pour avoir plus d'informations, mais déjà, je vous ai mis le tableau, avec les bases, on va dire. Pendant la grossesse, on peut utiliser éventuellement, les diurétiques en surveillant la quantité de liquide amniotique. On peut éventuellement essayer les dérivés nitrés en fin de grossesse si la pression artérielle le permet. Évidemment, la seule HBPM qu'on utilise en règle générale, c'est l'enoxaparine. Donc le principe, donc informer, adapter et puis surveiller. Alors la surveillance, ça va être capitale. Votre ennemi, c'est le troisième trimestre. C'est à partir de 28-30 semaines que les patientes vont faire un effort encore plus soutenu, que le volume et le débit cardiaque vont augmenter. Donc il y a vraiment un virage à partir de cette période-là où il faudra rapprocher le suivi. En général, on fait un suivi au premier trimestre après l'arrêt des traitements pour voir comment ça se passe, au deuxième trimestre et après un suivi plus ou moins rapproché tous les mois, voire tous les 15 jours ensuite, pour s'assurer qu'elles restent stables. Comment on les surveille? C'est très difficile cliniquement. Vous savez très bien que l'essoufflement chez la femme enceinte, c'est pas très spécifique. Et je pense qu'il faut savoir chercher l'orthopnée, l'atout. C'est des patients qui ont rarement autre chose comme symptôme que ces petits signes. Donc la clinique est extrêmement tardive et extrêmement sournoise. Chercher l'orthopnée, c'est quand même un bon signe et c'est en général un signe tardif, malgré tout. Donc le NT-proBNP, c'est un marqueur très utile chez la femme jeune, hein. Ils ont fait des études pour comparer, des patientes, saines et des patientes qui avaient une cardiopathie. Chez les patientes qui vont bien, le BNP baisse pendant la grossesse et il n'est jamais au-dessus de 100 picogrammes par millilitre. Donc, vous pouvez retenir le cutoff de 100 pour les femmes enceintes et chez les patientes qui ont une cardiopathie, la patiente est son propre témoin. Il va falloir aussi chercher une carence martiale parce que c'est extrêmement important. Elle est très fréquente dans cette population et nous, on supplémente assez systématiquement par fer injecte pendant la grossesse, après avoir informé les patientes, parce qu'il faut se mettre à l'abri de l'anémie sévère qui peut survenir et qui va les aggraver au troisième trimestre. Après, la surveillance échographique, c'est en échographie. La fraction d'éjection est un paramètre très tardif qui ne va pas vous aider. Il faut vraiment regarder les signes d'élévation des pressions de remplissage, c'est-à-dire regarder s'il y a un tenting mitral qui s'installe, regarder s'il y a une fuite mitrale secondaire et surtout regarder vos pressions droites qui sont en général le meilleur reflet de la pression qui règne dans l'oreillette gauche. Donc le gradient au DVD, si vous avez une fuite tricuspide, c'est hyper important parce que plus il va monter, plus il va falloir se méfier. Et puis nous, on leur prévoit en général des holters ECG trimestriels en fonction du risque rythmique. Voilà. Et donc chez cette patiente, vous allez prévoir quoi finalement? Une césarienne programmée sous anesthésie générale. D'emblée, vous lui dites que ce sera obligé, qu'elle ait une césarienne ou alors avec une péridurale. Vous pensez qu'elle va être déclenchée par voie basse avec une péridurale ou qu'on lui laissera faire un travail spontané par voie basse avec péridurale? Alors comment répondre à ça? D'abord, on a, un gros registre, qui s'appelle ROPAC. C'est un gros registre européen, qui a été publié dans Heart.
pour la partie voie d'accouchement. Et sur 3000 patientes, ils ne retrouvent pas de différence dans ce registre entre la voie basse et la césarienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bénéfice évident à la césarienne chez nos patientes porteuses de cardiopathie. Donc, il faut savoir que la voie basse est recommandée comme la voie de choix dans les recommandations pour la grossesse. Elle est conseillée. Il faut vraiment comprendre que la césarienne a un coût en termes de saignement, de douleur, d'anesthésie, de risque infectieux. Donc la césarienne n'est pas bénéfique pour vos patientes en dehors des contextes de patientes WU4, c'est-à-dire celles dont je vous ai parlé tout à l'heure, les dysfonctions VG très sévères pour ce qui est de l'insuffisance cardiaque ou les situations extrêmement aiguës où il va falloir aller vite. Donc finalement, chez cette patiente, on va préférer, sauf raison obstétricale évidemment, on va préférer un accouchement par voie basse. Par contre, on va vouloir une analgésie péridurale à tout prix. Pourquoi? Parce que le travail cardiaque, il faut vraiment comprendre qu'il est essentiellement médié par la douleur au moment de l'accouchement. Si vous n'avez pas l'analgésie épidurale, ça diminue de 60% la consommation d'oxygène au moment de l'accouchement. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre que la péridurale, c'est une indication médicale, c'est un médicament pour vos patientes, pour les mettre pour diminuer leur travail cardiovasculaire. Ça va également diminuer la stimulation adrénergique quand elles sont à risque rythmique. Et donc, on fait systématiquement une analgésie péridurale chez ces patientes. Il faut vraiment comprendre que ça fait partie du traitement. Et donc, cette patiente, on va plutôt privilégier un travail spontané par voie basse avec péridurale, en principe, sauf si on estime qu'elle s'aggrave. Et à ce moment-là, on lui proposera un déclenchement un peu plus tôt, mais toujours sous péridurale. Donc, en cas de cardiopathie connue, ce qu'il faut savoir, c'est que le pronostic, il est surtout fonction des symptômes avant la grossesse, de l'importance de la dysfonction VG au moment du début de la grossesse, du fait qu'il y ait eu un événement, une décompensation récente. C'est toujours mieux de se mettre à distance d'un événement récent et du fait qu'il reste une HTAP, c'est-à-dire qu'il reste une élévation des pressions gauches. C'est hyper important de comprendre aussi qu'il faut bêta-bloquer ces patientes. Il faut, surtout qu'elles ont tendance à être beaucoup plus rapides pendant la grossesse, donc mettre en place un traitement bêta-bloquant à dose optimale, même si on n'a pas d'études ou qui le démontrent formellement, c'est vraiment ce qu'on fait tous à l'heure actuelle. Là, je vous ai mis une petite étude qui est déjà ancienne, hein, probablement que c'est plus tout à fait vrai, mais qui montre quand même dans 36 grossesses chez 32 cardiopathies, qu'il y a quand même 40% d'événements maternels, 20% d'événements fœtaux, et que quand ils comparent à des patientes non enceintes, le pronostic est défavorable. Il y a seulement 36% de bêta-bloquants, et je pense que ça, c'était avant l'ère des équipes de cardio-obstétrique, parce que nous, on n'a pas du tout ces résultats-là chez les patientes connues. Donc, il faut retenir que ça peut être grave. On ne peut pas cacher aux patientes qu'elles peuvent faire des événements, mais à l'heure actuelle, on est capable de suivre ces patientes en sécurité. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait par contre? Donc ça, c'était vraiment le chapitre cardiopathie connue. Qu'est-ce qu'on fait quand on découvre l'insuffisance cardiaque pendant la grossesse? Alors la découverte d'insuffisance cardiaque pendant la grossesse, c'est un mode d'entrée de la maladie. Vous pouvez bien comprendre que sur une épreuve d'effort telle que la grossesse, s'il y a un terrain sous-jacent, il va se révéler à ce moment-là. C'est en tout cas la probabilité est forte qu'il se révèle au moins au cours si ce n'est pas la première grossesse, au moins au cours des suivantes. Donc la découverte d'insuffisance cardiaque pendant la grossesse, c'est un vrai mode d'entrée dans la maladie pour les femmes. Et donc là, je vous ai pris un deuxième petit exemple d'une jeune dame de 28 ans, primipare, 30 semaines. Elle a quand même beaucoup de chance parce qu'elle est asymptomatique. Pour la petite histoire, elle présente des palpitations qui durent 30 secondes. Et en fait, elle a plutôt la chance d'avoir un bilan cardiologique vite, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les palpitations pendant la grossesse, ce n'est pas toujours facile à interpréter. Et on lui découvre de façon totalement fortuite une cardiopathie relativement sévère. On découvre quand même à l'interrogatoire que sa maman, elle avait aussi une cardiopathie. Et elle, on retrouve 34% de fraction d'éjection, une oreillette gauche très dilatée. Elle a un tenting mitral avec une fuite secondaire modérée. Elle a des pressions droites élevées. Elle a un bon ventricule droit avec aussi une fuite tricuspide modérée. Elle a une activation neuro-hormonale qui est encore très modeste. Donc cette dame, c'est une découverte de cardiopathie sévère, mais encore stable, on va dire. Donc, la découverte d'une insuffisance cardiaque stable, que nous disent les recommandations, déjà,
quand on découvre une insuffisance cardiaque pendant la grossesse, on va évaluer la maman, le bébé. On fait toute la démarche diagnostique en fonction de la sévérité. Là, elle n'est pas choquée, donc on a le temps de faire ECG, écho, NT-proBNP, de voir s'il y a d'autres examens nécessaires, de voir à quel terme on est. Là, on est à 30 semaines, donc le fœtus est viable, de voir si on décide d'une maturation pulmonaire, etc. Il faut absolument transférer cette patiente à un centre expert. C'est une patiente extrêmement grave pour mettre en route un traitement. Parce que là, on est sur un cas d'insuffisance cardiaque modérée stable. Je suis sur les recommandations. Et donc, avant l'accouchement, comme elle est stable, on va essayer de lui mettre en route au moins une petite dose de bêta-bloquant, de discuter. Je vais revenir sur son traitement. Et on va la surveiller de très près. Il faut d'emblée se dire qu'il va falloir planifier l'accouchement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait chez cette patiente? On a prévu, son bébé allait bien. On a prévu une maturation pulmonaire fœtale dans l'idée qu'elle allait accoucher probablement avant terme, parce qu'elle a déjà des signes de décompensation à minima, même s'ils ne sont qu'échographiques. On a optimisé sa volémie par du furosémide en IV parce qu'elle était un peu congestive. On a introduit prudemment ensuite du métoprolol à dose croissante. On lui a mis quand même une anticoagulation préventive parce qu'on avait un doute quand même sur toutes ces trabéculations à la peste. Donc, on a préféré lui mettre une dose préventive d'emblée. Et elle s'est améliorée transitoirement. Ses fuites secondaires ont diminué, ses pressions droites ont diminué. On a réussi à gagner un petit peu de temps, on va dire, en hospitalisation, il faut quand même le dire. Et vers 34 semaines, elle s'est, comme attendu, je dirais, elle se réaggrave. Donc, elle était sortie transitoirement, on l'a fait revenir en hospitalisation, elle était suivie de très très près. Et donc, on a planifié, je vous ai mis ici sa fiche de RCP. Donc, on a planifié sa césarienne autour de 35 semaines dans la maternité de niveau 3 de la région, par césarienne, parce que c'est une dysfonction VG très sévère. Vous voyez, une contre-indication à la tocolyse d'urgence. On a quand même prévu une péridurale d'induction très lente et titrée, avec un backup ECMO, parce que la patiente est sévère. Nos chirurgiens étaient au courant. Elle a eu sa césarienne sans encombre, avec une petite fille de 2,1 kg qui a été transférée en néonatologie. Elle a saigné finalement assez peu. On l'a surveillée aux soins intensifs cardiologiques et on a rapidement pu introduire de l'énalapril qui est compatible avec l'allaitement. Et donc, il faut absolument, cette patiente ensuite, elle a eu une prise en charge d'insuffisance cardiaque totalement habituelle, avec néanmoins une surveillance extrêmement rapprochée, parce qu'il ne faut pas perdre de vue que ces patientes vont s'aggraver au 4e trimestre, dans les 3 à 6 mois postpartum. Et donc, il ne faut absolument pas les perdre de vue. Il faut vraiment les mettre dans le circuit d'incrémentation thérapeutique très rapidement et les surveiller de près, parfois discuter la live vest ou le défibrillateur dans la foulée. Enfin, vraiment une prise en charge d'insuffisance cardiaque tout à fait standard une fois que l'accouchement a été organisé. Et donc, l'autre cas clinique, ça c'est l'autre versant. Ça, c'est une jeune dame de 18 ans primipare qui nous arrive à 34 semaines, qui, elle, a un antécédent de myocardique dans l'enfance, mais totalement perdu de vue, pas du tout de suivi depuis l'époque. Et elle arrive orthopnéique à 34 semaines, en œdème pulmonaire, avec une dysfonction VG très sévère, congestive, un bon VD, heureusement. Elle n'a pas de signes cliniques et biologiques de choc, mais il faut vraiment vous méfier de ces tableaux-là. Les patientes qui arrivent en insuffisance cardiaque, donc vous voyez, elle a vraiment un tenting mitral, une fuite mitrale secondaire massive. Ces patientes-là sont gravissimes, d'accord? La découverte d'une insuffisance cardiaque aiguë décompensée pendant la grossesse, ce sont des patientes beaucoup plus graves que celles qui décompensent hors grossesse. Il faut vraiment comprendre que l'adaptation cardiovasculaire pendant la grossesse est optimisée à son maximum. Donc, celles qui arrivent décompensées sont au-delà de tous les seuils que vous pouvez imaginer. Donc, une décompensation, c'est grave. Pendant la grossesse, le traitement, c'est l'accouchement dans les 24 à 48 heures, grand maximum. La priorité est maternelle. Là, le bébé est viable, mais la priorité doit toujours rester maternelle, c'est-à-dire il ne faut pas faire en fonction du bébé, il faut traiter la maman. Ces patientes vont s'aggraver en postpartum. Il faut vraiment vous dire que c'est une fois qu'elles ont accouché, c'est j'ai rempli ma mission, je peux partir.
elles s'aggravent systématiquement à l'accouchement. Il faut vraiment être prêt à les prendre en charge avec toute l'équipe d'insuffisance cardiaque, les réanimateurs, les chirurgiens. Elles s'aggravent systématiquement. Et donc, nous, chez cette patiente, là, on est dans le cadre de la décompensation pendant la grossesse, on évalue la mère et le fœtus, mais cette fois-ci très vite parce qu'il y a des signes congestifs. On va la monitorer de façon invasive, prévoir également une maturation pulmonaire fœtale, optimiser rapidement sa volémie pour, on va dire, arriver au bloc dans de meilleures conditions, l'oxygéner si nécessaire, si elle est hypoxémique, ajouter des inotropes positifs si nécessaire, ce qui n'était pas le cas chez notre patiente, et planifier très rapidement, dans les 12 à 24 heures, l'accouchement par césarienne dans un centre de haut niveau avec l'ECMO en backup, voire les désirés en place. Et donc là, cette patiente, elle a eu sa césarienne dans les 12 heures en réachir cardiaque. Ça n'a pas été fait au bloc obstétrical, on l'a fait directement chez nous avec les désirés en place. On a eu de la chance, elle a fait un choc en postpartum immédiat. Au moment de la sortie du bébé, on a mis le dobule à noradrénaline, mais elle est passée à côté de l'assistance circulatoire cette fois-là. On l'a mise sous anticoagulation efficace, on l'a incrémentée, elle est sortie avec une LALVEST. Elle a néanmoins été greffée dans les 3 mois qu'on suivit parce qu'elle s'est réaggravée. Ces patientes sont extrêmement graves. Donc, vraiment, retenez qu'une patiente qui décompense doit accoucher dans les 24-48 heures. En cas de découverte d'insuffisance cardiaque aiguë, il faut les transférer à une équipe de cardio-obstétrique, il faut les évaluer vite, les stabiliser, planifier l'accouchement, les anticoaguler éventuellement. Et ensuite, une fois qu'elles ont accouché, la prise en charge d'insuffisance cardiaque doit se faire rapidement avec une mise en place de traitement, un bilan étiologique et un suivi très rapproché. Elles vont s'aggraver. Pour ce qui est, alors la cardiopathie du péripartum, on pourrait faire un chapitre entier là-dessus. En tout cas, la cardiomyopathie, moi j'appelle ça découverte en péripartum. C'est le cadre de cette patiente. Le cadre de la définition, c'est une EFE de moins de 45%, découverte en fin de grossesse ou en postpartum, en l'absence d'autres causes. Et là, ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est un diagnostic d'exclusion. Ce n'est pas pour rien qu'on en a beaucoup plus dans les pays comme le Nigeria qu'au Japon. Clairement, il y a un biais de diagnostic étiologique. Donc, la découverte d'une cardiopathie pendant la grossesse ou en péripartum, il faut absolument faire un bilan étiologique. On sous-estime probablement le nombre de ces patientes. C'est un groupe très hétérogène qui regroupe, à mon avis, plein de cardiopathies différentes. Donc, il y a un vrai biais de démarche diagnostique. Donc, faites un bilan étiologique et une génétique à toutes ces patientes. C'est extrêmement important. Le pronostic, si on veut rester dans les grandes lignes, le pronostic de la cardiopathie découvert pendant la grossesse, il est variable, mais il reste quand même très sévère à l'heure actuelle. Il est surtout fonction de la FEVG initiale, du fait qu'il y ait une dilatation VG ou pas, du fait qu'il y ait eu un état de choc initial ou pas. Et il faut savoir que les désordres hypertensifs de la grossesse, c'est un élément, on va dire, protecteur. En tout cas, probablement, celles-là récupèrent un peu plus que les autres. Donc ça, voilà, c'est pour aborder le sujet brièvement, on va dire. Alors, je vais aborder un troisième point, c'est la signification des événements liés à la grossesse. Et donc ça, je ne peux pas vous parler de grossesse sans vous parler des adverse pregnancy outcomes. Donc en premier lieu, les désordres hypertensifs de la grossesse et notamment la prééclampsie. Alors la prééclampsie, c'est fréquent, c'est 3 à 7% des grossesses, donc c'est quand même énormément de patientes et il faut vraiment savoir. Donc ça, c'est un registre de 2 millions de patientes. Vous voyez, c'est un suivi à 10 ans, c'est des patientes qui ont autour de 35 ans. Et bien la prééclampsie, c'est x2 le taux d'insuffisance cardiaque à FEVG préservé. Donc, c'est nos futures patientes et c'est à court terme. Ce n'est pas 30 ans après. Déjà, à 5 à 10 ans, on voit la différence. Donc, les patientes qui font des prééclampsies doivent bénéficier d'un suivi cardiovasculaire et d'un suivi d'insuffisance cardiaque. C'est un moment important, c'est un événement important à noter dans un dossier. Pareil, la prématurité, le retard de croissance. Donc, pas la prématurité induite, la prématurité spontanée, on va dire. Dans cette étude-là, qui est sur 700 000 patients, en ajustant sur les autres facteurs de risque, c'est-à-dire l'âge, l'obésité, le diabète, l'hypertension, la prééclampsie, le tabac, tous les facteurs de risque cardiovasculaire classiques, la prématurité, le retard de croissance
sont associées à un risque plus grand de décès d'insuffisance cardiaque. Et c'est d'autant plus vrai que c'est de la grande prématurité. Il faut savoir que ça a été confirmé dans un autre registre de 70 000 patientes. C'est même associé aux infarctus et aux AVC. Donc la prématurité et le retard de croissance, c'est aussi des questions que vous pouvez poser à vos patientes sur les grossesses qu'elles ont vécues, parce que c'est des marqueurs de risque d'insuffisance cardiaque à moyen terme. Ensuite, le diabète gestationnel, l'HTA gravidique, prééclampsie, petit poids, macrosomie, prématurité, dans cette étude, c'est associé notamment à l'insuffisance cardiaque à effet préservé. Donc ça, c'est un registre de 100 000 patientes. Donc de nouveau, on retrouve un lien entre les événements vasculaires placentaires de la grossesse et l'insuffisance cardiaque à FEBG préservé. Hein. Toutes ces patientes obèses hypertendues, finalement, sont nos futures insuffisances cardiaques à FEVG préservées. Et dans ce registre suédois, là, c'est un suivi de 13 ans. Ils ont comparé les désordres hypertensifs de la grossesse, des patientes qui avaient eu des désordres hypertensifs de la grossesse versus des patients de contrôle, hein, donc c'est 80 000 patientes, et ils retrouvent à nouveau une majoration du risque d'insuffisance cardiaque, notamment ischémique, mais aussi non ischémique. Donc vraiment, les événements placentaires, enfin les événements vasculaires placentaires de la grossesse sont associés à un risque d'insuffisance cardiaque. Il faut chercher la prééclampsie à l'interrogatoire, savoir si les patientes ont fait du diabète gestationnel, si elles ont fait des petits ou des gros bébés, si elles ont fait une mort fœtale ou un retard de croissance. Je parle de mort fœtale, je parle des morts fœtales tardives, si elles ont fait des grands prémats. Et puis aussi demander, interroger vos patientes. Les épisodes d'insuffisance cardiaque de la grossesse passent souvent totalement inaperçus. Demandez à vos patientes si elles ont été orthopnéiques au moment de leur grossesse ou de leur fin de grossesse. Demandez-leur si elles ont été en soins intensifs en péripartum. C'est parfois totalement occulté dans les dossiers des patientes. Donc, c'est un vrai, le postpartum, c'est un vrai moment de prévention chez ces femmes. Moi, je les envoie en réadaptation hein, quand elles ont fait une décompensation, quand elles ont fait une prééclampsie très sévère. Il faut corriger le surpoids, il faut corriger le diabète, il faut surveiller l'hypertension. C'est un moment de prévention de la femme et donc il faut pas le rater. C'est la moitié de nos patientes, hein, je rappelle, les femmes. Donc, il faut leur poser ces questions-là, sortir de juste le tabac. Ça ne sert à rien de demander des épreuves d'effort à vos patientes si vous ne leur posez pas la question sur ce qui s'est passé pendant leur grossesse. Il faut savoir aussi que les patientes qui ont une stérilité primaire, c'est-à-dire qui n'ont pas réussi à avoir de grossesse, ont le même risque cardiovasculaire que toutes ces patientes-là. Donc ça a une signification aussi. Donc ces patientes-là doivent avoir un suivi et on doit prendre en charge à tout prix leurs facteurs de risque cardiovasculaire. Voilà. Et donc nous, comment on fait pour réduire le risque de ces patients-là, de ces patientes-là? Nous, à Lille, on a vraiment mis en place une équipe de cardio-obstétrique et c'est ce qui est en train de se passer un peu partout ailleurs. On a suivi à peu près 1500 grossesses depuis le début de l'aventure. C'est vraiment une équipe multidisciplinaire. C'est pas que les obstétriciens et nous, c'est les pédiatres, les généticiens, les pharmaciens, les chirurgiens. C'est vraiment absolument les sages-femmes en ville, les anesthésistes de mater, de chirurgie cardiaque. C'est un réseau très large. On se voit une fois par semaine pour discuter de tous les dossiers des patientes sévères. En général, ça doit être positionné dans une maternité de référence avec à la fois des soins intensifs cardiologiques, de la chirurgie cardiaque et aussi un service de néonatologie de haut niveau au sein d'un réseau régional. Il faut vraiment former toutes les équipes en périphérie et toutes les sages-femmes en ville à nous rapatrier les patientes à risque pour les discuter. Et nous, ce qu'on met en place, c'est vraiment de l'éducation à la fois des patientes, parce que les OUT3 et 4, il faut impérativement leur parler de contraception. Il faut leur parler de grossesse parce qu'elles ne savent pas forcément qu'elles doivent venir vous voir s'il y a un désir de grossesse. Donc, si on ne leur a pas dit, il ne faut pas vous dire que c'est de leur faute si elles ne l'ont pas fait. Et il faut impérativement former les cardiologues et les sages-femmes, les obstétriciens à pousser à consulter, à faire consulter ces patientes en cas de souffle, d'antécédents de chimio ou de radiothérapie.
histoires familiales de cardiopathie, de mort subite et éventuellement d'aortopathie. Il faut demander les événements des précédentes grossesses et en fonction de ça, leur demander un bilan. Et a fortiori, si elles sont orthopnéiques ou qu'elles ont des œdèmes, il y a probablement une place en dépistage du NT-proBNP. On ne la connaît pas encore à l'heure actuelle chez les patientes tout venant, mais en tout cas, si vous avez une patiente très essoufflée pendant la grossesse, le NT-proBNP, c'est rentable. Et s'il est à plus de 100, ça n'est absolument pas normal. Voilà, donc quelques messages pour terminer. Donc en cas de cardiopathie connue, vous avez compris, on évalue, on informe, on adapte et surtout on accompagne. D'accord. En cas de découverte de cardiopathie, il faut vraiment retenir que la présentation peut être sournoise, même chez des patientes très graves, qu'il va falloir évaluer la mère et le fœtus, les transférer vers un centre expert et qu'en cas de décompensation, ces patientes sont d'une extrême gravité qu'il va falloir prendre en charge dans un circuit d'insuffisance cardiaque avancée. Il faut absolument que ces patientes soient prises en charge dans une équipe de cardio-obstétrique qui a l'habitude de gérer ce genre de patientes. Posez des questions à ces patientes sur leur grossesse précédente. Vous aurez des informations précieuses, même pour leur suivi. Et prévenir, c'est-à-dire parler des situations à risque, les pousser à consulter, parler de contraception, tout ça, c'est très important. Voilà, je vous remercie. Merci Marjorie, merci beaucoup. C'était très challenging de balayer ce vaste sujet en 40 minutes. Merci beaucoup. C'était super. J'ai quelques questions, alors peut-être un peu très, très précises, mais par exemple pour interroger les patients sur leurs antécédents obstétricaux. Donc moi, je suis une convaincue, donc je le fais. Mais je me demande jusqu'à quel âge, toi, dans ta pratique, tu demandes, est-ce que tu t'arrêtes chez les patientes au-delà de 70 ans, tu dis que ça n'a plus de sens, ou même tu le fais avant? Moi, je le fais chez tout le monde, mais c'est sûr que les patientes de 70 ans, déjà, elles ne savent pas parce on leur disait pas ce qu'elles avaient. On cherchait pas forcément le diabète. On prenait enfin, la tension, c'était quand même, enfin, je pense que la surveillance de ces patientes-là, n'était pas ce qu'elle est maintenant et donc en fait, à part leur demander si leur grossesse s'est très mal passée ou si au contraire, tout s'est bien passé, je pense que ça s'arrête un peu là. Mais sinon, je pense que dans l'avenir, il y aura pas forcément de limite à ça, ça reste quand même informatif. Après ça c'est informatif en prévention. C'est-à-dire que chez des patientes de 70 ans qui ont déjà une insuffisance cardiaque, c'est pas nécessaire. Ouais, Mais je pense qu'à 70 ans, en général, elles ont révélé maladie. leurs problématiques, hein. On voit quand même que ça apparaît dans les 10-15 ans qui suivent, hein. J'ai une question plutôt sur, plutôt sur le déclenchement de la grossesse ou pas. Ouais. On a souvent la discussion sur les patientes qui ont une cardiopathie connue, dont la grossesse s'est bien passée avec le suivi rapproché, entre, par exemple, j'ai en tête un RM moyennement serré, qui s'est bien passé, mais quand même un RM moyennement serré. On s'est dit qu'on allait la déclencher. On a beaucoup hésité entre 34 et 36. Est-ce que vous mettez une limite? Est-ce que vous dites au-delà de 34, le bébé a le bon poids, vous avez fait la maturation, ou est-ce que vous attendez 36? Bah, nous, un RM modéré sans HTAP chez une patiente qui va bien, on va au-delà de 36. Ça, il y a pas de doute là-dessus. Après, tu appelles un RM modéré entre 1 et 1,5 ou au-delà de 1,5? Non, ouais, un 7 quoi, un 7, un 6. 1,7, 1,6? Moi, honnêtement, celle-là, s'il y a pas d'hypertension pulmonaire, il y a pas lieu on fait 37 max. Voilà. C'est-à-dire en général, on les déclenche, à 37, surtout s'il y a des anticoagulants là ou qu'elles habitent loin, là, on est un peu Ouais. coincé, on déclenche. Mais honnêtement, sur du RM modéré, en dehors de la péri-d'indication médicale et les anesthésistes, ils font quand même attention, à leur induction de péridurale, mais sinon, on n'a pas de grosses précautions, hein, si c'est vraiment pour moi le gradient EDVD, c'est un marqueur, hein, chez ces patientes-là, si les pressions droites restent normales, tout va bien, hein, on continue. Après on les surveille de près, mais on va le plus loin possible, hein. Et est-ce que ça t'arrive souvent d'interdire les efforts de poussée, accouchement voix basse, sans effort de poussée? Et si tu le fais, dans quelle En général, situation? on le fait sur les aortes intermédiaires et on met effort expulsif limité. C'est-à-dire les aortes où il y a pas encore une indication de césarienne, mais qui sont proches du seuil, par exemple, on met, 30 minutes, maximum de poussée. Mais dans l'ensemble, on limite pas, les efforts de poussée, chez ces patientes.
Et j'avais une autre question sur les découvertes de cardiopathie. Alors les exemples que tu as montrés, on se posait pas trop la question sur la coronaropathie, mais quand vous avez un doute sur les coronaires, est-ce que c'est chez ces patients, vous privilégiez plutôt le coroscan ou plutôt la choro? C'est quoi vos pratiques à Lille? Bah, en fait, ça dépend si c'était sur un événement aigu, c'est simple, hein, c'est toujours la coronarographie. Mais ça nous arrive sur, une élévation de tropo, isolée, enfin, en tout cas, chez une patiente à bas risque qui fait un événement coronaire, qui n'est pas un ST+, d'aller au coroscanner, en première intention, ouais. Et en Coroscanner termes IRM, parce que ça arrive quand même qu'on ait des myocardites, donc chez ces patientes-là, on fait plus facilement coroscanner IRM. Par contre, dès qu'il y a, enfin, l'eustémie, c'est tout. Là, il y a pas trop de questions à se poser. eh ben, merci beaucoup. Ouais. C'était très intéressant et j'espère peut-être qu'on va te retrouver à une prochaine fois pour une nouvelle session. Et On en parlera peut-être un peu plus, détaillé. voilà. Bon, en tout cas, Hem